Après la naissance d'un enfant, une femme sur 3 dit avoir vécu un épisode de dépression postpartum. Un syndrome qui isole souvent la mère, mais aussi le conjoint ou la conjointe, parfois impuissant. Dans Ex Utero, le podcast signé L'Essentiel par Massif, la parole est donnée à des femmes et à leurs partenaires qui nous parlent des bouleversements engendrés par l'arrivée d'un bébé. Florence a été secouée par une dépression postpartum à la naissance de sa fille. Elle se sent incapable de faire quoi que ce soit. Elle se dit bloquée, tétanisée. Son mari Guillaume s'occupe du nourrisson, mais lui avoue sa difficulté à gérer 2 enfants. Des mots qui la bouleversent, mais qui ont permis aux 2 de se rendre compte de l'orage qu'ils étaient en train de traverser. Aujourd'hui, le couple semble respirer, même si tous les nuages ne sont pas tout à fait dissipés. J'ai peur, quoi. Je suis terrorisée et je peux plus rien faire. Je faisais moins de choses, quoi, parce que j'arrivais pas à vivre ce stress, à surmonter ce stress. Et là, je me sentais désemparée de m'occuper de Julia avec ça, avec ce stress qui me paralysait, quoi, un tel stress que l'endroit où j'étais le moins mal, c'était dans ma chambre, dans mon lit, quoi, à dormir. Et c'était dur, c'était super dur parce que j'avais quand même beaucoup d'anxiété, puis c'était dur, quoi. Enfin, je pense que de toute façon, il y a un moment où on se prend quand même des choses dans la figure, c'est super dur. Après l'accouchement, il y a il y a un petit questionnaire là, je pense qu'on peut facilement remplir pour savoir si on est plus ou moins en dépression. Et là, quand je sais plus ce que sont les items, mais quand je les relisais, je me dis là quand même, je commence à cocher pas mal de cases. Je savais très bien aussi que ce que je vivais était dur, donc c'était cohérent d'être pas bien. Et là, ce qui a changé, c'est que j'ai été voir une psy. Que j'avais pas vue pendant ma grossesse. J'étais en colère parce que j'étais désemparée, quoi. En fait, je me suis dit, mais on m'a parlé des heures de l'accouchement, de comment gérer les contractions, comment gérer la douleur, machin, le périnée, et le postpartum, mais personne m'a dit que ça allait être aussi horrible, quoi. Quand je suis rentrée de la maternité avec Julia, mon premier enfant, quand on a pris la voiture, je commence l'angoisse qui monte parce qu'on quitte l'hôpital, on rentre dans la vraie vie de parents, quoi. Et là, ça a été hyper intense, cette anxiété. Et oui, du coup, là, je me suis sentie paralysée, quoi. Et pas du tout en capacité de m'occuper de ma fille. Hormis, je l'allaitais, mais voilà, c'était juste, je la mets au sein, et c'est tout. Mais j'arrivais pas, quoi. Je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire, quoi. Ma journée avec un enfant, un bébé, je savais pas du tout comment j'allais l'organiser. C'était comme si on me mettait dans un nouveau job avec plein de responsabilités sans me dire ce que je dois faire. Donc j'étais paralysée par l'angoisse et par la peur. Quand on est rentré, Guillaume, il a pris 1 mois de congé. Et donc lui, il a pris le relais, puis on se répartissait, c'est-à-dire que pareil, on dort pas beaucoup au début, donc de toute façon, on s'alternait suffisamment pour que chacun puisse recharger ses batteries alternativement. Donc ça, c'était hyper précieux qu'il soit là. Mais par contre, il y a un moment où ça n'a pas suffi, parce qu'il y avait, en fait, il y a un bébé, et puis il y a moi qui était... comment on peut dire, lui, il m'a dit que j'étais comme un enfant, mais je dirais j'étais en convalescence, quoi, avec le recul. Et en convalescence, c'est-à-dire que n'importe qui subit une opération lourde et il est un mois en arrêt ou 2 semaines en arrêt en fonction du type d'opération, nous, on n'a pas ça quand on sort de la maternité. On n'est pas en arrêt. On est en congé maternité, mais ça n'a rien à voir parce qu'il faut s'occuper d'un bébé qui a énormément de besoins à ce moment-là de sa vie, plus que plus tard, fatalement. Enfin, il y avait Guillaume, mais moi, personne ne s'occupait de moi, en fait, à part une sage-femme qui passe, mais qui s'occupe beaucoup du bébé. Et ça, c'est hyper dur, quoi. Alors, peut-être, il y a aussi le facteur qu'on n'a pas la famille à côté. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de familles qui sont dans cette situation-là. Et du coup, on n'est pas assez entouré, quoi. Je voulais 2 enfants depuis longtemps, donc je savais que j'allais y passer. En fait, c'est très bizarre. Puis quand j'étais dans le dur, je me suis dit, mais pourquoi tu l'as fait? Tout ça pour des
des cadres sociaux ou pour se conformer à certaines représentations sociales. Et je me dis, mais c'est quand même complètement idiot. Je me dis, mais ouais, ça n'a pas de sens, quoi. Ça a vraiment pas de sens. Donc clairement, quand j'étais dans la période la plus dure, là, avec les nausées pour Oscar, j'ai pensé avorter. Enfin, j'y ai pensé. Je me suis dit, vraiment. Enfin, c'était pas enfin, j'ai pas poussé cette pensée au bout. Et puis je savais que j'allais pas la pousser au bout. Je sais pas pourquoi, mais je le savais. Mais j'y ai pensé. Enfin, rationnellement, j'étais tellement mal que je me dis, bah ouais, il y a une solution à cette douleur, à cette souffrance. Ce matin, j'étais contente. En fait, c'est bizarre, mais hier, j'étais avec mes étudiants et je me suis rendu compte que je souriais plus. Je souriais beaucoup avant dans mon travail, et en fait, je souris plus. Et je m'en suis rendu compte hier, parce que il y avait un moment spécial, quoi. Et ce matin, je m'en suis aperçue aussi, j'étais tranquille, on a une mare et je me suis posée là, j'y vais souvent pour être bien, je sais que je suis bien là-bas. Et là, pareil, j'étais bien, quoi. J'étais bien parce qu'Oscar va bien, parce qu'on retrouve un rythme normal avec des enfants, donc fatigant, mais normal, quoi. Et donc ça va, mais clairement, je sens que le... En fait, il y a une phase où on est dans le dur, donc de toute façon, voilà, on fait ce qu'on peut, puis c'est sûr qu'il y a des moments où on va être triste, on va être fatigué, on va être en colère, ça, voilà. Et puis, quand ça a commencé à être mieux, j'étais euphorique, en me disant « Ah, c'est bon, on sort du truc, quoi, on sort du tunnel ». Et en fait, je me dis « Ah bah c'est bon, du coup, je peux arrêter mes antidep, mes anxiolytiques et tout ». Et je me suis dit « Ouais, enfin, t'emballes pas trop ». Et donc j'ai arrêté quand même les anxiolytiques, parce que je les ai pris très longtemps. Donc voilà, c'était super, c'était déjà la première bonne nouvelle. Par contre, quelques semaines plus tard, j'ai eu un espèce de retombée de l'euphorie. Alors je dis, c'était pas un contre-coup, j'ai pas commencé à pleurer, à m'effondrer, hein, mais je me suis dit, ah ouais, en fait, quand même, enfin, les souvenirs reviennent. En fait, ouais, je sens que c'est encore là et que c'est pas complètement dans le passé, quoi. Guillaume, ça a été dur pour lui aussi, tout ce qu'on a traversé. Et il a une méthode, lui, pour gérer tout ça, c'est qu'il fait du sport. Donc ça l'aide, c'est son antidépresseur, quoi. Et ça marche bien chez lui. Je pense qu'il est moins émotif aussi que moi, donc peut-être que ça joue. Et puis lui aussi, il considère que de parler des problèmes, ça amplifie le problème ou ça lui donne encore plus d'existence que ce qu'il a déjà parce qu'il s'impose à nous. Donc je pense que c'est ça aussi sa manière de gérer les choses. Mais je pense aussi qu'il a une façon de gérer les choses en les niant aussi. Alors moi c'est comme ça que je le vois, peut-être que c'est pas comme ça qu'il le décrirait, mais il y a des choses qu'il voit pas ou qu'il volontairement ne veut pas voir, quoi. Et comme il a tendance à pas parler du coup de tout ça, à pas vouloir en parler, à se concentrer sur les choses positives et tout, je me dis que peut-être ne parlant pas de certaines choses, on n'y pense pas, donc elles n'existent pas. Quand ça allait pas, que j'avais l'impression qu'il comprenait pas mon ressenti, je prenais le temps de lui réexpliquer, et puis et pas dans la colère ou dans la fatigue du moment où voilà, des fois on est énervé. Mais ça empêche que... Et puis il l'a compris, mais est-ce qu'il l'accepte? Et puis est-ce que ça fait qu'il peut combler ce problème? Il peut pas, déjà il a peut-être pas envie. Et puis moi aussi, je me connais, je sais que si je pouvais être aidée de 10 personnes tous les jours pour faire le ménage, à manger, tout ça, ça me plairait. Donc des fois, je sais que j'attends aussi un peu trop de lui. Moi, le concept de dépression, c'est vrai que j'en suis quand même assez éloigné, donc pour moi, ça reste très, très abstrait, quoi. Donc non, alors j'étais au courant que ça existait. Pour moi, ouais. C'était je sais pas, je voyais ça comme quelque chose de peut-être plus violent, quoi. Quelque chose qui pouvait clouer au lit pendant des semaines et des mois. C'est clairement pas ce qui arrive à Florence, donc non, j'ai pas tout de suite mis ce nom-là sur ce qui lui arrivait, quoi. Pour moi, ça ressemblait plus à quelque chose de normal lié au chamboulement de l'arrivée d'un enfant dans un couple, quoi. Cette période juste après la naissance de Julien, je me souviens pas qu'elle ait été comme ça. Ou peut-être que ça me paraissait plus naturel parce qu'elle venait d'accoucher, qu'elle était fatiguée, qu'elle avait finalement de bonnes raisons de rester au lit et de se reposer et de récupérer physiquement. Moi, honnêtement, je me souviens pas
de cette période-là comme d'un moment où j'ai dû tout gérer tout seul. J'en ai géré beaucoup, mais ça me paraissait naturel dans mon rôle de père de faire ce que je faisais, quoi. Voilà. J'avais pas l'impression d'être tout seul à 100% non plus. Oui, effectivement, j'ai dû dire cette phrase-là, l'impression d'avoir 2 enfants à la maison. Euh, Comment dire? Ouais, moi je suis conscient que maintenant, après coup, c'était peut-être pas très sympa de dire ça, que c'était peut-être un peu contre-productif, mais, mais c'est vrai, bon, enfin, ouais. Après, c'est ça, c'est la façon dont je l'ai vécu à ce moment-là, hein. Je pense que c'était. On avait voilà, une petite fille qui demandait beaucoup d'attention, et finalement, la maman aussi demandait beaucoup d'attention à ce moment-là. Et voilà, moi je suis pas toujours, comment dire, la personne la plus empathique qui existe, donc c'est vrai que ça peut être difficile pour moi. Enfin, disons que je fais pas ça naturellement de m'occuper beaucoup des gens. Donc c'est vrai d'avoir à gérer 2 personnes en même temps avec leurs problèmes respectifs, hein. Voilà. C'était peut-être une période un peu délicate à gérer pour moi. Enfin, j'ai pas nécessairement tout fait dans les premiers temps. J'en ai fait beaucoup, mais je considérais que c'était aussi mon rôle de père de faire beaucoup de choses. À la naissance de Julia, voilà, j'étais de toute façon volontaire, enfin, et même comment dire, moteur dans le fait d'avoir un enfant, donc ça me paraissait naturel de faire beaucoup de choses dans les premiers temps. Peut-être qu'il y a des moments où j'ai plus fait parce que Florence était un peu en galère. C'est certain que c'était difficile pour moi de savoir comment faire pour l'aider dans cette période-là. Parce que c'est vraiment un état de panique perpétuel, quoi. Donc c'est un peu difficile à comprendre. Et déjà, et ensuite difficile de savoir comment s'adapter et qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, finalement, tout simplement, pour qu'elle aille mieux et pour que cette période-là soit pas juste un enfer, quoi. On sait que c'est transitoire, on espère que ça va être le plus court possible, et voilà. Je considère que oui, moi, ma façon de gérer ces périodes de stress me paraît optimale, on va dire, et donc la façon dont elle le vit et la façon dont elle s'y adapte ou la façon dont elle répond à ces choses-là me paraît pas optimale, mais je pense que c'est pas. Enfin, oui, au départ, ça peut être un jugement, mais au final, je pense que c'est juste de l'incompréhension, quoi. C'est juste. Je me rends pas compte de la tornade que ça peut être, quoi, dans la tête, quoi. Au final, quand je suis dans ces moments-là, il pourrait effectivement me faire un câlin et me dire t'inquiète pas, ça va aller, mais je suis pas sûre que ça me réconforterait vraiment. Ce serait finalement pas la vraie solution à cet état. Je préfère effectivement au final que je suis pas bien, je suis pas capable de gérer Julia parce que je suis trop triste, je suis trop mal, il la gère. En fait, pour moi, finalement, c'est ça la meilleure réponse, c'est de se dire ok, là, elle est pas bien, voilà. Du coup, tu fais ce que tu peux, puis je prends le relais. Au départ, c'était un refus pour moi de jouer ce rôle soit de psychologue, psychiatre, soit de parent bis, parce que c'était pas la façon dont je voyais une relation de couple, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas ça. Voilà, être un couple, c'est pas forcément jouer ce rôle-là. Mais je pense que aussi, quelque part, le fait de l'y imposer finalement, d'aller voir d'autres gens pour faire ça, d'aller voir des amis, d'appeler peut-être ses parents, d'appeler ses frères, etc. C'était une façon aussi de la reconnecter aux autres, quoi. Parce que c'est un moment où sinon elle se replie sur elle-même et elle se replie sur le cercle très restreint de la famille très proche, c'est-à-dire moi. Mais quand même, enfin, moi je trouve qu'elle a été forte à ce moment-là, quoi. Enfin, bon, ça c'est quelque chose, je pense, mieux même que ce qu'elle pense, des fois. Ouais. Retrouvez tous les épisodes d'Ex-Utéro sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, sur YouTube et sur le site l'essentiel en un seul mot.massif.fr.